Charlie. Salut Nora, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, grosse journée de tempête de neige, Oui, c'est vrai. on est là, on est là. Un peu de retard. Oui, un petit peu, mais ça se passe. Parfait. Fait que tu veux-tu te présenter? Ben oui, moi c'est Nora. Les deux, on étudie au cégep à Sainte-Foy. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. Avec le comité Artemis. Oui, on va en parler un petit peu plus tard. Mais oui, en gros, personnellement, je termine mon DEC. Je m'en vais en septembre à l'université en informatique. Et voilà, j'adore aussi tout ce qui est sujet féministe, sujet politique, etc. J'adore avoir des grosses discussions avec toi, Charlie. Oui, ça va être vraiment intéressant, je pense, parce que c'est ça, on est deux personnes extrêmement différentes, mais qui se ressemblent sur certains points. Ça va être intéressant. Oui. Ouais, alors je sais pas si tu voulais parler un peu de notre projet. Oui. En fait, présente-toi déjà. Ah oui. Toi, t'étudies en quoi? Moi, j'étudie en cinéma. Je veux devenir... mon but, c'est d'être réalisatrice, mais pendant ce temps-là, je travaille au CLAP Sainte-Foy. On adore. On adore le CLAP. Oui, bien, dans le fond, le but de notre projet, c'est vraiment pour l'éducation des gens sur le féminisme, mais aussi pour nous, là, parce que on n'est pas des pros, là. On n'est pas... on est des étudiantes au cégep. Là. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas les plus doués en la matière, mais le but aussi, c'est de recevoir des professionnels pour parler de certains sujets. Ouais, absolument, c'est ça. Puis c'est très large, là, ce qu'on veut faire dans ce projet-là. Ouais. C'est pas nécessairement seulement sur des enjeux féministes, etc., mais comme... La vie des femmes. Ouais, la vie des femmes. On veut parler... on s'était dit, on voulait parler de religion, on veut parler de politique, on veut parler de diversité de genre, de santé mentale, etc. C'est ça. Puis il y a tellement de personnes intéressantes, je pense, alentour de nous. Fait que c'est sûr que ça va être quelque chose de vraiment pertinent. Oui, j'ai bien hâte de commencer ce projet avec toi. Ben moi aussi. Ben c'est parti, hein? Puis, tu veux-tu parler du comité Artemis? Oui, alors le comité Artemis, c'est le comité féministe du cégep de Sainte-Foy. Personnellement, ça fait... ça va faire... ça fait 2 sessions, en fait, qu'on est là. Même toi aussi. Oui. Puis, on fait différentes activités durant la session, que ce soit, par exemple, pour le 8 mars, on a fait, comme c'est la Journée internationale des droits des femmes, on a fait un kiosque pour sensibiliser, parler un peu d'histoire, c'est ça, parler avec les étudiants, etc. Sinon, on a plein d'autres activités durant la session. Là. Bientôt, on a une activité pour le 28 mars, qui est la Journée internationale pour l'endométriose, qui est une maladie qui touche une femme sur 10. Puis, en gros, on veut sensibiliser, parler de ça, essayer d'expliquer que, surtout par rapport aux douleurs menstruelles, c'est vraiment un sujet tabou dans la société, puis de sensibiliser les gens pour qu'ils sachent que c'est pas normal, c'est pas banal là, d'avoir des douleurs comme ça. C'est ça. Enlever le tabou autour de ça. Puis les filles qui travaillent là-dessus sont incroyables. Ouais. Toi, tu travailles très fort. Puis Rose, puis Jade, puis toute la gang, c'est juste incroyable qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est vraiment... c'est vraiment le fun d'avoir ça. Puis il y avait la bibliothèque vivante. Ouais, aussi. la bibliothèque vivante, c'était le 19 mars, exact. C'était vraiment une super belle activité où est-ce qu'on recevait des personnes qui parlaient d'un chapitre de leur vie, qui racontaient, c'est ça, des moments qu'ils ont vécus, qui ont été souvent parfois difficiles, que ce soit pour la communauté queer, LGBTQ+. On avait une fille qui venait parler justement d'enjeux. On avait une prof qui venait parler d'intimidation, un autre prof d'anthropo, de sociologie, je ne sais plus trop, qui venait parler de masculinité toxique. On en avait... La fameuse. Ouais, la fameuse. Bref, on en avait de tous les types, tous les genres. Ça, puis bibliothèque vivante, c'est pour... dans le fond, c'est comme si quelqu'un était un livre. Oui, c'est ça. C'est vraiment
une personne qui vient raconter un chapitre de sa vie. Puis il y a à peu près 2-3 personnes qui écoutent son histoire puis qui peuvent poser des questions. C'est vraiment pour enlever les tabous, là, pour s'ouvrir aux autres, pour connaître un peu la diversité. Mais c'est vraiment cool parce que j'ai entendu une phrase qui disait que la seule chose que tu peux partager sans en perdre, ben c'est la connaissance, puis c'est le partage du vécu, puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est tellement important de partager entre nous. On est beaucoup isolés. Je pense que ça, c'était vraiment nice. Ouais, c'est ça. On parle beaucoup d'individualité là, ensemble, là, puis de tenter de ramener un peu la collectivité au goût du jour. Je trouve que c'est vraiment... le partage. Ouais, c'est vraiment important. Fait que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu se présenter, premièrement, mais aussi on est venu parler des choses qu'on veut faire dans le podcast, en général. Puis c'est ça aussi, il y a un compte Instagram, oui. Insoumise Balado, que vous pouvez aller voir. Et hier, j'ai fait le Google Forms, que c'est anonyme. Vous pouvez écrire vos questions au podcast, puis prochainement, dans un autre épisode, on va répondre aux questions que vous vous posez. Ouais, ça, j'ai vraiment hâte de voir les questions là, que les étudiants ont. C'est aussi ça le partage, tu sais. C'est vraiment... tout le monde a des questions, puis on reste dans notre petit coin. Là, ça serait comme... Le but, c'est de rassembler, puis d'apprendre ensemble. Absolument, ouais. J'ai pas mal hâte de faire cet épisode-là. Fait que, Nora, on est dans un podcast féministe. Ouais. Comment est-ce que tu es devenue féministe? Alors, personnellement, je pense que c'est arrivé assez jeune où je me posais beaucoup de questions sur pourquoi je sentais qu'il y avait un écart entre... Ben, en fait, je le remets souvent par rapport à mon éducation, puis celle de mon frère, parce que j'ai un grand frère. Et je sentais beaucoup, quand je grandissais, que l'éducation que je recevais par rapport à celle que mon frère recevait n'était pas la même. Je me faisais souvent dire que c'était dangereux dehors, qu'il fallait que je fasse attention, que je devais toujours comme faire attention, me checker, voir si... De rester en sécurité. Ouais, c'est ça, de tout le temps être self-aware, puis de tout le temps de m'assurer que je suis en sécurité, puis pas de me mettre dans des situations où je pourrais ne pas être en sécurité. Puis alors que mon frère avait beaucoup plus de liberté par rapport à ce qu'il faisait, où est-ce qu'il allait, avec qui il était, etc. Puis voilà, j'avais beaucoup de questionnements, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup là-dessus. Je suis allée écouter beaucoup de podcasts justement là-dessus. Puis c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que j'avais besoin... d'une réponse. Ouais, mais aussi de retrouver mon empowerment, genre de retrouver ma liberté, de pouvoir me dire que OK, je suis une femme, mais je suis quand même aussi forte, puis j'ai les mêmes droits que les hommes. Là. Fait que, ça me rend vraiment émotive d'entendre ça parce que je suis assez forte. Tu sais, c'est comme... Il y a beaucoup d'idées préconçues qui disent que les femmes sont pas aussi fortes que les hommes. Mais quand on pense à l'accouchement, puis à juste le milieu dans lequel on vit, je pense qu'il faut être forte pour vivre là-dedans. Et les femmes sont extrêmement résilientes aussi. Ouais. Ça, c'est... Tu sais, on parle de force... pour moi, la force, c'est pas nécessairement physique, là. Ouais. C'est aussi très mental, là, mais je trouve que les femmes sont vraiment extrêmement résilientes, extrêmement tolérantes. Ouais. Ils ont une force émotionnelle, mentale, une charge émotionnelle aussi qui est incroyable. Oui, vraiment. Quand on pense... personnellement, je pense à ma mère, tu sais, c'est tout... Mais aussi, j'ai 2 sœurs, moi, pour parler un peu de comment je suis devenue féministe. J'ai ma mère, mes 2 sœurs, puis j'ai mon père. J'ai toujours été un peu plus proche de mon père parce que lui, tu sais, ce qui est intéressant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on vient de milieux vraiment différents. Moi, ça a toujours été, tu sais, mon père, il y a 3 filles, tu sais. Fait que lui, dans sa tête, ça a toujours été, moi, je veux que mes filles
soient heureuses et puissent faire tout ce qu'elles veulent dans la vie. Tu sais, genre, hey, honnêtement, je sais pas combien de sports j'ai fait quand j'étais jeune. Là. J'ai comme tout essayé. Là. J'ai eu des cours de guitare, des cours de chant. J'ai eu natation, soccer, patinage artistique. Tu sais, mes parents me laissaient tout faire. C'était comme... Le monde est ton terrain de jeu. Là. C'était vraiment ça. Fait que c'est sûr que moi, peut-être que j'ai toujours eu une espèce de petite rébellion face à toute forme de système. Ça a toujours été... ouais, ça a toujours été comme ça. Mais je pense que c'est parce qu'on m'a donné vraiment la permission de remettre en question tout. Ouais. Le classique, tous les enfants qui posent... qui disent pourquoi à chaque 5 minutes, là. Ça, c'était moi. Là. C'était comme... Je veux qu'on m'explique, je veux comprendre. Ça vient d'une forme de... C'est ça, de curiosité. Ouais, curiosité. Ouais, vraiment. Puis moi, j'ai eu un diagnostic de douance à 14 ans, secondaire 2, 13-14. Puis ça a répondu beaucoup de questions sur ma vie parce que, tu sais, c'est comme... Tu sais, quand tu as beaucoup de questions, tu penses que tu es juste curieuse au bout. Mais, tu sais, il y a une justification derrière tout ça. Puis je pense que ça choquait aussi, peut-être, que je pose autant de questions parce que j'étais une petite fille, tu sais. C'était... Pourquoi tu parles autant? Tu sais, c'est comme, parle moins fort, bouge moins grand, des trucs comme ça, là. Tu sais, j'étais... le mot tomboy, il me dérange un peu, mais c'était quand même ça, là. C'était comme une petite fille rough un peu qui posait des questions tout le temps, puis qui... C'est ça. Quand tu as un questionnement qui est si profond face à tous les sujets, quand il y a quelque chose qui t'empêche de les poser juste parce que tu es une fille, une petite fille, c'est sûr que c'est comme... Wait. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de me tapocher en arrière de la butte de neige, là, tu sais, au primaire. Ouais. Puis pourquoi c'est mal vu? Pourquoi est-ce que... Mais tu sais, c'était pas mes parents, là, c'était vraiment juste, mettons, l'école. Puis je sais pas comment toi, t'as vécu ça, l'école, là, le système Ouais, ben... d'éducation. Ben moi, à la base, l'école, surtout au primaire, secondaire, j'aimais pas beaucoup ça. Parce que je vivais beaucoup d'intimidation. Puis aussi, je pense que... En effet, j'étais une petite fille vraiment curieuse comme toi. Je posais énormément de questions. Souvent, j'étais plus amie avec les profs qu'avec les enfants. Je comprenais pas les enfants vraiment. Je comprends tellement. J'avais de la misère à socialiser peut-être. Ouais. Mais ouais, je comprenais pas pourquoi les enfants étaient pas aussi curieux que moi. Ils voulaient pas tout savoir autant que moi. Puis j'avais vraiment l'impression aussi d'être genre mentalement de pas être au même niveau que les enfants, d'être comme insouciant, puis de me dire comme je fais juste m'amuser, etc. Mais comme j'avais besoin d'aller répondre à des questions vraiment sur tous les sujets, des questions fondamentales. Je me souviens très très jeune, je me demandais genre pourquoi est-ce que je suis moi, genre pourquoi est-ce que je suis dans tout ce corps-là, puis que j'ai cette tête-là, puis cette pensée-là, puis cette âme-là. Genre, pourquoi est-ce que je suis pas, genre, cette fille-là à côté? Puis je me posais des questions vraiment comme deep, là. Ouais, philosophique. Ouais, vraiment, genre, très jeune. Et ouais, je pense que c'est ça, j'avais beaucoup de misère avec les enfants. Mais éventuellement, je pense que les enfants grandissent et deviennent intéressants. Mais je pense qu'il y a aussi, genre, il faut trouver les bonnes personnes avec qui t'entourer, là, ouais. Puis, comme, j'apprécie énormément ça de toi, genre le fait que tu es très curieuse, que tu veuilles aller apprendre, aller savoir, en fait, aller t'éduquer. Ben c'est très réciproque. Tu sais, on a eu un cours à dernière session ensemble. Ouais. T'as vu comment... je pense qu'il n'y a pas une seconde où est-ce que j'avais pas la main levée. Tu sais, c'est comme... Je pense que ça marque beaucoup les gens. Les gens sont vraiment comme, hey, t'es spéciale, t'arrêtes pas de parler, t'as beaucoup de questions, t'es super intelligente. Mais je pense, j'ai cette réalisation-là en ce moment, vraiment que c'est parce que je suis une fille. Il y a beaucoup de garçons qui font ça. Il y a beaucoup de garçons qui posent des questions, qui comme...
ont plus une grande gueule, mettons. Ouais. Puis je pense que ça marque l'esprit des gens parce que une fille, c'est comme plus rare, tu sais. Souvent, on est comme... On n'ose pas. C'est cette espèce de... On se restreint beaucoup, je pense. Ouais, en effet, c'est vrai. C'est... Je sais pas à quel point on peut affirmer ça, mais je pense que définitivement, les garçons ont une plus grande liberté dans tout ce qui est comme... c'est ça, genre... Mouvement. Trébucher, puis genre poser des questions, pas avoir des bonnes réponses, etc. Alors que souvent, les petites filles, on leur dit comme... C'est faux. Je sais pas, mais les petites filles, on les met comme dans une petite boîte de genre, c'est la petite fille silencieuse qui étudie, qui lit, qui apprend, qui est intelligente, mais qui pose pas nécessairement plein de questions. Puis que ce soit des bonnes questions ou pas des bonnes questions, peu importe. Là. C'est pas ça le point. C'est pas ça le point, c'est que... Mon chum est à l'université en philosophie, puis il m'a parlé de quelque chose l'autre fois. Je pense que c'était dans son cours de Simone de Beauvoir. Si je me trompe pas. Quoi, il y a un cours sur Simone de Beauvoir? Ben oui. J'étais un peu jalouse. Moi aussi, honnêtement. Il a pris mon livre, Le deuxième sexe. Nice. Oui. Et il m'a parlé d'un truc que c'était une étude. Là, je peux pas vous dire. C'est lui qui m'a dit ça. Là. Je peux pas vous donner de link. Mais si je trouve, je l'ajoute. C'est une étude qui parle de... on demandait à des gars puis des filles, genre, je pense que c'était 5 filles, 5 gars, de, tu sais, lancer la balle le plus loin possible. Puis le but, c'était pas de voir où est-ce que la balle allait, là. C'était de voir le mouvement que la personne prend dans l'espace. Est-ce que tu déploies tes bras, tu recules tes bras extrêmement loin, tu recules ton pied très loin pour prendre le plus de mouvement possible pour le lancer le plus loin. Puis c'était les garçons s'ouvraient complètement, prenaient le plus de place possible dans l'espace, alors que les filles étaient comme, osaient pas trop se positionner puis comme maximiser le terrain. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça répond peut-être à un questionnement qu'on a de genre, est-ce qu'on a tendance à prendre cette place-là, tu sais, dans la société, parce que c'est pas juste physique. Puis, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut se poser. Ouais. Ben, c'est super intéressant. En fait, hier soir, j'ai écouté un documentaire, ça s'appelle Adonis, disponible sur Télé-Québec gratuitement. Je fais de la pub. Mais c'était super intéressant. Ça parlait de masculinité toxique, en quelque sorte, et saine aussi. Puis ça parlait, en fait, des jeunes hommes qui commencent à aller au gym quand même assez, tu sais, vers le secondaire, là, ils commencent à s'entraîner, puis il y a une genre de vague très intense où est-ce que la culture du gym, c'est très important chez les hommes, puis le fait d'aller s'entraîner pour prendre la masse musculaire, puis il y a beaucoup aussi de personnes qui vont se doper, qui vont prendre des stéroïdes, etc. Puis c'est... En vrai, moi, je pensais que c'était une infime partie de la population, ben, des hommes, en fait, qui prenaient ça, des jeunes hommes. Mais il y en a énormément. Et il faut savoir que c'est illégal au Canada de prendre ces suppléments-là. Mais il y a un marché énorme là, de vente de suppléments, mais pas des suppléments alimentaires, mais genre de la dope, là, des stéroïdes, etc. Puis, en fait, c'était fou aussi de voir, ça parlait, par exemple, de Andrew Tate, puis les influenceurs qui mettent de l'avant, en fait, un modèle d'homme qui n'est pas réaliste, puis qui n'est pas aussi... c'est vraiment par rapport à la masse musculaire, genre, plus t'es gros, plus t'es beau, en quelque sorte, plus t'as de force, plus tu vas réussir dans la vie. Puis ça revient encore à quelle place tu prends dans l'espace, tu sais. Puis c'est fou parce que j'ai eu un cours de sociologie de la sexualité à la dernière session, puis on a parlé de ça beaucoup. C'est comme le modèle de rêve, tu sais. C'est vraiment fait en pyramide, puis
hiérarchie, tu sais. Il y a comme tout le temps un but à atteindre, puis quelque chose de plus gros, puis de plus grand, puis de... Je pense que les stéroïdes, c'est pour ça, parce que, je veux dire, tu peux pas atteindre certaines formes, parce que tout le monde a une morphologie différente, là. Puis tu peux pas fitter dans le même moule que, mettons, une personne qui est, genre, t'idolâtre, tu sais. C'est comme... Ouais. Oui, absolument. Puis, c'est aussi comme un message là, qui est véhiculé par ces influenceurs-là ou personnes qui sont des modèles, en quelque You're sorte. not enough, là. C'est ouais, vraiment... mais c'est vraiment aussi de montrer que ta masculinité, tu peux seulement la véhiculer, en quelque sorte, via ton corps, puis ta masse musculaire, puis à quel point tu es gros, puis à quel point tu fais peur, genre. C'est l'image. Ouais, c'est vraiment... beaucoup l'image. Ouais. C'est vraiment... Oups. Mon papa qui m'appelle. Timing. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah ben, bonne fête. Bonne fête, papa. Oui. Tu me laisses dire ça? Oui, absolument. Ouais, là, on divague un peu. On divague, mais je pense que correct. c'est intéressant. Absolument. C'est aussi un test, hein, ce premier épisode. Bien sûr. De voir... je suis déjà plus à l'aise. Parfait. Tant mieux. Mais... On avait un autre point. Oui. Absolument. Tu veux-tu le lire? Féministe inspirante. Oui, OK, je n'étais pas sûre. Pour ça, je te pointais. Parfait. Oui, alors, est-ce que tu veux commencer? Tu veux que je commence? Oui, j'aimerais ça que tu commences. Moi, j'avais pensé qu'on pouvait faire une petite liste puis juste shooter des noms pour les gens. Puis après ça, parler de celle qui nous a le plus inspiré, si tu veux. Mais je pense qu'on a un peu la même. Mais moi, c'est Frida Kahlo. Ouais. Quelle femme, pour Quelle vrai. femme, oui. Et puis toi, c'est? Moi, elle est plus d'actualité, on va dire, mais c'est Anaïs Barbeau-Lavalette. Wow. Quelle femme. Ah. Sinon, il y a d'autres féministes que j'aime beaucoup. Tu sais, rapidement, Mona Chollet, comment ne pas en parler. Il faut que je finisse Les sorcières, là. Vraiment, là, pour faire peut-être un épisode là-dessus. Je serais vraiment intéressée. Eh oui. Puis sinon, à toi, une autre femme? Moi, j'adore aussi... Moi, c'est plus des femmes d'actualité. Mais c'est Tant ça qui est mieux, fun. en fait, ouais. Oui, c'est ça. Mais moi, j'adore Catherine Dorion aussi. Oh là là. Oh là là. Cette femme, je trouve les têtes brûlées. Ouais, les têtes brûlées. Vraiment très inspirante. Puis le fait de l'avoir vue aussi dans un milieu très politique, là, je trouve que c'est quelque chose qui manque, genre de voir des femmes féministes vraiment assumées, qui vont genre, en politique, puis qui se laissent pas comme abattre par le système, là, puis qui vont quand même foncer. Je trouve tellement que sa perception de la politique est belle, honnêtement. Ouais. Wow! Merci beaucoup de faire ça, si jamais tu écoutes. Sinon, moi, il y a Virginie Despentes. Je ne sais pas si tu connais. C'est une écrivaine française qui a fait King Kong Theory, qui a complètement changé ma vie. Si vous pouvez le lire, c'est comme... C'est incroyable. C'est comme... C'est une genre de thèse, là, mais c'est comme vraiment bon. Sinon, il y a Baise-moi, un autre de ses livres qui est plus une autofiction. Ouais. Puis dans King Kong Theory, j'ai pas lu Baise-moi, mais King Kong Theory, elle parle de son vécu en tant qu'ancienne prostituée, puis d'agression sexuelle qu'elle a vécue, puis juste du milieu vraiment... Tu sais, c'est le livre le plus cru là, que j'ai lu, là, parce que surtout sachant que c'est une autofiction. Vraiment, c'est cru, mais c'est beau, là. Mais des fois, là, c'est frustrant, là. Je suis pas d'accord avec tout, mais c'est comme... Justement, c'est parce que c'est confrontant, puis c'est tellement... c'est pertinent, là. Vraiment beaucoup. Wow. Ça me donne envie de lire. Oui. J'ai besoin de recommencer à lire plus d'essais féministes. Ouais, vraiment. Ça manque. Ouais. Je sais pas c'est quoi, hein, les livres d'actualité. Je pense qu'on peut faire un épisode.
là-dessus, au complet, genre, on Vraiment, parle juste parce de que... livres. Puis, tu sais quoi? Je pense que je pourrais les amener. Ouais, ça serait Puis je lis, malade. genre, les backgrounds, puis on en lit chacun. J'ai, genre, honnêtement, je crois que j'en ai, genre, une vingtaine. Il faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus. Avec plaisir. Si ça vous tente, écrivez-le au Insoumise, avec un S au pluriel, barre en bas, balado. Nice. On se fait de la pub pour notre Instagram. Vraiment. Incroyable. J'ai même fait un email. Oh, parfait, ça. Professionnel au bout. Ben ouais. OK, ben tu veux que je commence? Là-dessus? Ouais, avec Frida. Ouais, vas-y. OK. Là, j'ai pas mes notes, là. J'y vais par cœur, mais j'ai écouté tellement de podcasts. Puis j'ai même... en fait, c'est ça. Je pense que je vais commencer là. En secondaire 5, Caroline Guibault, ma prof de français, qui me fournissait en livres. C'est elle qui m'a donné King Kong Theory. Nice. Puis aussi, elle m'a donné un livre. C'est Frida Kahlo. Puis c'est plein d'insides avec des photos d'archives, des photos de ses toiles, puis tout. Parce que Frida Kahlo, c'était une peintre. Une peintre, oui, absolument. Une peintre mexicaine qui représente le mieux, selon moi, l'intersectionnalité. Parce que c'était une femme bisexuelle qui était polyamoureuse, qui était peintre, qui était handicapée parce qu'elle a eu un accident d'autobus. Donc, pas mal toute sa vie, elle a eu une prothèse pour ses hanches. Elle s'est cassé le bassin, je pense. Oui. C'est cassé beaucoup de choses. Ah, le oui, bassin, la colonne, oui, je pense. c'est... Ben, tellement que elle pouvait pas bouger pendant un bout, puis elle était couchée dans son lit. Ouais. Puis elle peignait avec un elle miroir. peignait avec un miroir. Ouais. Ça, c'est incroyable. Quelle femme. Elle aimait beaucoup les animaux aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de singes. Elle avait des singes, elle avait, je pense, des chiens. Elle avait vraiment beaucoup d'animaux. Puis elle vivait avec son père. Son père, qui, lui, était photographe, si je ne me trompe pas. Puis il prenait des belles photos. Puis c'est ça qui a comme encouragé son art, tu sais. Puis un moment donné, elle s'est dit, OK, je pense que j'ai du potentiel. Puis elle a rencontré Diego Rivera, un homme qui devient son mari plus tard. Lui, il faisait des fresques, hein? Il faisait des immenses toiles. Encore là, prendre de la place dans l'espace. Tu sais, c'est comme... Elle faisait vraiment des plus petites toiles. Puis lui, il faisait des murs, des bâtiments, là, tu sais, de toiles. Là. Puis ce qui est vraiment intéressant avec cette histoire-là, c'est que, tu sais, elle était comme, moi, j'ai besoin d'argent pour mon père, puis pour moi, puis pour bien vivre. Fait que dis-moi tout de suite si c'est bon ou pas, sinon j'arrête. Il a trouvé ça très bon, effectivement. Il avait l'œil. Puis les deux étaient dans le Parti communiste de Mexico. Puis ce qui était vraiment important pour Frida, c'était ses ancêtres mexicains. Donc là, je ne sais plus si c'est les Mayas, mais je pense que c'est les Mayas. Possible. Ouais, possible. Mayas, Incas, Aztèques. Je sais pas. OK. Mais, c'était peut-être les Aztèques. Mais en tout cas, elle était vraiment inspirée par la mode. Puis je pense que c'est une fashionista avant l'heure des réseaux sociaux. Carrément. Vraiment. Elle avait des grandes robes. Elle avait peint son corset. Ouais. Son corset est tellement beau. Vous irez... c'est pas nécessairement un corset, non, c'est plus un buste qui l'aidait à rester... c'était à cause de son dos. Ouais, en gros, c'était un plâtre. Ouais, c'était un plâtre, c'est ça. Mais moi, je dis corset parce qu'il est pimpé. J'avoue. Mais c'est ça, c'était un plâtre à cause de son handicap. Puis c'est ça, elle représente le milieu ouvrier, l'ethnicité, l'handicap, l'orientation sexuelle, les femmes. Honnêtement, je veux dire, quoi de mieux pour représenter les femmes féministes intersectionnelles? Je l'aime énormément. Un jour, elle s'est mariée avec Diego Rivera, mais il est devenu un homme assez violent. Et elle a vécu vraiment des grosses peines d'amour. Je pense qu'il l'a trompée avec sa sœur. Oui, hein, c'est ça. Je pense que c'est ça, mais il l'a trompée souvent. Oui. Mais donc avec sa sœur. Je pense que c'est là qu'elle a found out. Puis ensuite, elle a fait un move et elle s'est coupé les cheveux. Ça, là, wow!
elle s'est coupé les cheveux, puis elle a commencé à se peindre avec une moustache. Ouais. Tu sais, quand on pense à Frida Kahlo, on pense à genre sa moustache. Apparemment, elle n'avait pas de moustache, mais c'était sa représentation. Elle voulait se représenter comme une femme de la jungle mexicaine, de l'histoire, une femme vraie, sans artifice. L'authenticité, vraiment. Je trouve qu'elle représente beaucoup ça, l'authenticité. T'as raison, t'as complètement raison. Puis ils sont revenus ensemble, Diego puis elle. Puis elle a dit, OK, à une condition, on est un couple ouvert. Et là, s'ensuit, je veux dire, la passion, puis la découverte du corps, puis de sa bisexualité aussi. D'ailleurs, petite inside, elle a eu une affaire avec Trotsky. Je savais que tu allais en parler. C'était sûr. Comment tu veux pas que... J'ai découvert ça dans le livre. Wow. Les amants. As-tu vu le film aussi? Non, j'ai comme peur d'être déçue. T'as-tu vu ça? Ouais, je l'ai vu et... C'est pas un chef-d'œuvre, là, cinématographique, mais quand même, c'est assez près de... ça raconte exactement l'histoire de Frida, là. C'est assez près de sa vie. Ouais. Puis c'est très intéressant, là. Wow. Il est sur Netflix, hein? Je pense que ouais. Bon, je pense que aussi. Allez écouter ça, la gang, puis moi, je vais faire mes devoirs aussi. Je vais l'écouter. Maintenant, à toi. Ça va être beaucoup plus bref, mais... ça va débouler. Moi, je pensais pas que ça allait être ça. Moi, c'est Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une écrivaine, une réalisatrice, une artiste, une mère, une femme incroyable, une féministe, c'est elle. Toute. Elle est toute, en fait, elle est tout. Mais, pour parler de ses œuvres un peu, elle a réalisé plusieurs films vraiment incroyables, très touchants. Elle a écrit plusieurs livres aussi que j'adore. La femme qui fuit, qui est clairement mon livre préféré, qui raconte la vie de sa grand-mère, puis de sa mère aussi, en fait. De la grand-mère qu'elle n'a jamais connue. Oui, la grand-mère qu'elle n'a jamais connue parce qu'elle a abandonné ses enfants, en fait, quand ils étaient assez jeunes, pour dédier sa vie à son art, en fait. Puis... Tu veux raconter un peu l'histoire de la femme qui fuit? Oui, rapidement, là, mais... En gros, c'est ça, la femme qui fuit, ça raconte les traces de la grand-mère d'Anaïs. En fait, cette femme-là, elle a vécu durant le refus global. Elle a participé, en fait, même à l'écriture, en quelque sorte, du refus global, mais à la toute fin, elle a décidé de ne pas signer là, le refus global. Donc, elle n'est pas une des signataires, mais elle a quand même participé. Puis, c'était vraiment une artiste qui cherchait la liberté, qui cherchait à s'émanciper à travers son art. Puis, elle s'est quand même mariée. Elle a eu 2 enfants. Mais avec Marcel Barbeau? Avec Marcel Barbeau. Mais c'était difficile parce que lui, en fait, c'était aussi un artiste, un peintre. Puis, il voyageait beaucoup, partait un peu partout là, pour faire des expositions de ses œuvres et tout ça. Donc, finalement, elle réalisait que pour elle, en fait, la vie de famille, c'était pas quelque chose qui la rendait heureuse. Puis elle a abandonné ses enfants quand ils avaient genre 3 puis 1 an, je pense. Ce qui est quand même un bold move, là. J'aurais peut-être pas fait ça. Mais ça, je pense que c'est le concept de la femme qui fuit. Je pense que c'est vraiment un bon titre parce qu'elle fuit constamment. Elle fuit sa maison dès le départ. Elle fuit sa vie de famille. Elle fuit le refus global. Elle s'en va aux États-Unis un moment donné, avoir une relation avec une femme pour les Black Panthers? Oui, les Black Panthers, elle a participé à ça. C'est vraiment sa vie, elle est incroyable, en fait, à Suzanne Meloche, sa grand-mère, la grand-mère d'Anaïs. Puis c'est fou de voir à quel point ça a impacté la vie de ses enfants.
son plus jeune est devenu schizophrène, puis la mère de Anaïs, elle a vraiment... Elle, elle a vécu... tu sais, c'était très difficile pour elle, mais ses deux tantes l'ont repêchée, fait que ça l'a aidé à continuer sa vie. Puis c'est vraiment comme... Elle est tombée dans l'art, elle aussi, puis c'est une réalisatrice, elle aussi, qui a d'ailleurs fait un documentaire sur les enfants du refuge global, qui est vraiment incroyable à aller voir, honnêtement. Wow. J'ai adoré. Ça raconte, en fait, l'expérience de tous ces enfants-là qui ont été soit abandonnés, soit leurs parents se sont suicidés, soit... tu sais, il y a vraiment eu des gros... C'est Claude Gauvreau qui s'est suicidé, right? Je pense que oui. Ouais. Mais ouais, ça a été vraiment... genre, ce documentaire-là est vraiment incroyable de voir à quel point les artistes qui se cherchent puis qui ont besoin, en fait, d'aller chercher... de s'émanciper, d'aller chercher de la liberté, mais qui ne sont pas capables de le faire dans le système dans lequel ils vivent, puis que ça les rend malheureux, en fait. Ouais. Mais ouais, c'est très intéressant. Puis pour revenir à Anaïs, outre ses œuvres incroyables, sa plume qui est juste magnifique, elle est aussi... elle a fondé, en fait, je sais pas si c'est un organisme ou exactement, mais ça s'appelle les Mères au front. Puis c'est un genre d'organisme qui milite pour le droit des femmes, le droit des mères aussi, le fait d'accompagner les mères, qu'elles soient supportées, puis qu'elles aient ce groupe-là vers qui se tourner quand ça va pas bien, quand ça va mal. Hey, je savais même pas. Ouais, attends, c'est donc bien cool. Mais c'est vraiment... c'est comme... La communauté, c'est vraiment important. Fait que je pense que oui, on dit ça prend un village pour élever un enfant. Là. Ouais, absolument. Puis... tu veux je le lise, ouais, ce qui est écrit? Bon, attends, sur la page sur la des page, mères au front. Oui, ça suffit. Nous, mères et grand-mères, montons au front. Nous passons à l'action pour protéger l'avenir de nos enfants de la crise climatique. Fait quoi, il milite aussi justement pour tout ce qui est environnement, etc. Et t'imagines-tu si on les reçoit un moment donné? Ce serait tellement fou, j'aimerais tellement ça. Ce serait mon rêve. Ouais. Mais pour revenir oui, au fait que ça prend un village pour élever des enfants, je suis tellement d'accord avec ça. Puis je dis souvent qu'en fait, on est tellement on est tellement individualiste dans la société aujourd'hui. Puis genre, on dirait que chaque famille se dit « Oh non, c'est moi qui élève mon enfant, c'est moi qui l'élève de la façon que je veux, comme je veux. C'est pas le voisin qui va aller lui dire quoi faire. » Alors que moi, je trouve que ce serait tellement enrichissant de ramener ça au collectif, genre que l'éducation ce soit beaucoup plus collectif, même que dans les écoles, que ce soit pas juste on t'apprend les mathématiques, on t'apprend le français, on t'apprend l'histoire, mais on t'apprend à vivre. Puis on t'éduque en tant qu'humain pour que tu grandisses puis que tu sois la meilleure version de toi-même puis que ce soit bénéfique pour la société tout autour, là, pour faire des humains qui sont bienveillants, qui sont attachants, qui sont curieux. Oui, parce que, honnêtement, tu sais, là, je parle un peu de ma famille. Mm-hmm. C'est pas un village, mais personnellement, d'avoir eu 2 parents qui sont complètement différents, ça m'a... Oui, des fois, c'est difficile, mais comme c'est tellement plus enrichissant que d'avoir une manière de penser puis comme une ligne droite directive qu'il faut que tu marches dessus, là. Mm-hmm. Tu sais, c'était comme vraiment 2 personnes différentes, extraverties, introverties, une qui travaille dans le social, ben l'autre aussi, mais genre, il est plus scientifique, logique, tu sais, c'est comme... C'était comme vraiment 2 perceptions du monde différentes. Puis je pense que plus on est confronté, peut-être avec les réseaux sociaux, il y a les chambres d'écho, là. Les chambres d'écho, c'est quand tu es confronté juste aux opinions, est-ce que tu es d'accord? Puis là, ça fait que genre... Tu sais, c'est clair que c'est une aliénation un peu. Ouais. Tu sais, ça devient... Ouais, parce que c'est très polarisant. Je sais pas. Polarisé, ouais. Polarisé, merci. C'est ça, les opinions deviennent très polarisées rapidement. Oui. Ben c'est ça, on voit vraiment une grosse ligne entre
qui sépare la population, je trouve. Puis c'est le fun de juste, genre, dans ma tête, c'est comme, OK, mais let's talk. Genre, tu sais, c'est comme... J'aimerais ça qu'on reçoive ici des personnes aussi qui sont vraiment pas féministes, genre, qui se disent contre ça. Genre. Parce que je pense que d'amener la discussion, ça... Je veux pas nécessairement convertir cette personne-là au féminisme. C'est pas ça mon but. Comprendre. Mais ouais, comprendre c'est quoi son opinion, comprendre c'est quoi son point de vue, puis peut-être éventuellement germer un petit questionnement là, dans la tête. Il va falloir que je médite Avant, par exemple. Puis après. Mais ouais, je pense que la discussion, c'est super important, le dialogue. C'est ça qui va nous amener à remettre en question nos opinions. Puis, tu sais, je suis jamais ferme non plus sur mes opinions. Ouais, j'ai vu ça, c'est vraiment cool. Je pense que vraiment, il faut laisser place au questionnement, en fait, aux remises en question, parce que je pense qu'il y a plein d'expériences, de situations dans lesquelles on est où est-ce que nos opinions ça nous challenge, là, dans le sens de, OK, dans cette situation-là, c'est vrai que je penche plus de ce côté-là que de l'autre. Puis, en fait, c'est ça. Puis je pense que c'est très important de laisser place à la discussion dans n'importe quel milieu, là. Même si ça peut mener à des conflits, tu sais, de le faire d'une façon bienveillante. Puis saine, c'est ça. C'est vrai que... D'être ouvert à l'autre. Là. C'est ça. C'est qu'il faut quasiment y aller situation par situation parce que c'est pas vrai que comme on peut mettre comme un code de comment agir tout le temps, tu sais. Puis ça, c'est très philosophique, mais c'est vrai, là, c'est comme... Mais, tu sais, on a tellement pas le temps. Tout le monde est tellement comme sur l'automatique, je trouve. Puis moi, j'aime ça en ce moment parce que c'est vraiment un moment où est-ce que tu peux te demander, genre, qu'est-ce que tu penses vraiment, puis c'est naturel, puis c'est comme juste pour parler de la vie, puis d'un sujet qui me passionne. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment... moi, j'adore ce projet-là. Je suis vraiment excitée. Moi aussi. par tout ça, mais ouais. En effet, j'ai bien hâte de voir toutes les discussions qu'on va avoir. Ben moi aussi, puis surtout si les gens vont aimer ça. Ouais, j'espère. Oui. Peut-être qu'on peut... On a déjà 10 abonnés. Nice! Peut-être qu'on peut rapper ça rapidement. Là. Ouais. On voulait parler un peu de... En fait, ça arrive rapidement, mais le 28 mars, au cégep, avec le comité Artemis, on fait une activité pour l'endométriose, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, c'est ça, rapidement, c'est une maladie qui touche une femme sur 10, donc c'est quand même, il y en a beaucoup. C'est aussi très tabou là, dans la société, comme ça touche surtout les menstruations, puis c'est des douleurs menstruelles, en fait, qui arrivent c'est ça, lors des menstruations. Mais... ça, moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. Parce que je m'y connais pas tant que ça. Là. Est-ce que c'est comme des douleurs excessives? Ouais, ou ça peut être genre des douleurs moyennes? Ça peut... c'est vraiment varié parce qu'il y a des personnes... En fait, il y a des stades. Là. Ah oui? Est-ce que ça peut s'empirer ou s'améliorer? En fait, ça s'empire. C'est une maladie qui s'empire avec le temps. Plus tu as tes règles, plus ça s'empire parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que les cellules de l'endomètre vont se multiplier comme de façon exponentielle, genre sans... c'est pas normal, en fait, qu'ils se multiplient de cette façon-là. Et ce que ça cause, c'est des lésions sur l'utérus, sur l'endomètre aussi. Et quand il y a les menstruations, l'utérus, comme il se contracte, les lésions, comme ça crée des douleurs. C'est vraiment des douleurs extrêmes dans certains cas. Dans d'autres cas, ça peut être des douleurs moyennes. Mais dans certains cas, c'est des douleurs vraiment extrêmes, des vomissements quand tu as les menstruations. Je connais des gens qui c'est genre intense. tomber dans les pommes et s'évanouir parce que la douleur est trop intense. Ça peut aller aussi jusqu'à des douleurs comme dans le milieu du ventre, dans le bas du dos, dans les hanches et tout, etc. Parce que
les cellules peuvent aller se répandre ailleurs. Donc, ça peut affecter, par exemple, la vessie. Oui. La vessie, le foie, genre d'autres Ouais. d'autres organes dans le corps. Puis, en fait, c'est une des premières causes d'infertilité aussi. Puis, en fait, les femmes, la plupart des femmes se rendent compte qu'ils souffrent d'endométriose quand ils vont consulter pour de l'infertilité chez un médecin. Parce que les femmes sont pas prises au sérieux par rapport à leur douleur menstruelle. C'est justement là, pour, mettons, les gens qui nous écoutent, comment est-ce qu'on fait pour savoir avoir un diagnostic ou... Faut aller consulter un médecin. À Québec, on est vraiment chanceux parce que on a le CHUL qui a un programme spécial qui font de la recherche sur l'endométriose. Donc, il y a des médecins, vraiment des médecins spécialistes là-dessus. C'est vraiment incroyable, d'ailleurs. Wow. Mais sinon, c'est vraiment ça, aller consulter un médecin puis de s'affirmer, vraiment de dire comme non, j'ai des douleurs, c'est comme il faut régler ça. C'est important. C'est important. Ouais, de ne pas se laisser piler sur le pied par les médecins qui sont comme non, mais c'est normal. C'est normal les douleurs menstruelles, ça fait mal. Non, ça fait pas mal. Non. C'est pas normal que ça fasse mal. Si jamais, là, est-ce que, genre, on peut appeler au 811 pour qu'ils nous disent où aller dans notre secteur, puis des trucs comme ça? Ouais, s'il n'y a pas de médecin de famille, par exemple, j'imagine que tu peux prendre un rendez-vous en clinique externe, OK. des trucs comme ça. Bon. Après ça, je m'y connais pas assez, fait que... Non, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Merci de ce partage, puis merci au comité. Merci au comité. J'ai hâte de vous voir en grand nombre le 28 mars. Voilà, j'espère que ça va intéresser plusieurs personnes puis que les gens vont être sensibilisés à ça. Oui, puis merci à tous d'avoir écouté. Je vous redis que si jamais vous avez des questions ou commentaires respectueux, écrire dans le Google Forms du compte Instagram. Et à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.